Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Et bonjour à notre invitée Sophie Menu-Jovanovic. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la rédactrice en chef de Cuisine et Vins de France. Et oui, Noël oblige, Noël approche. C'est la fête en cuisine. On va parler de ce numéro, de ce hors-série novembre-décembre pour bien préparer son réveillon. 9 réveillons de chefs originaux et raffinés. Et on va voir avec vous comment la cuisine a évolué, puisque vous êtes venue, Sophie, avec le premier numéro de Cuisine et Vins de France. Oui, tout à fait. Alors c'est pas un hors-série, Valérie. Vous dites hors-série, mais c'est notre numéro de Noël. Oui, c'est votre numéro de Noël. Pardon. À quoi ça ressemblait un Noël lorsque vous avez publié ce premier numéro? Non, mais c'était pas elle parce que c'était il y a 47 ans. Non, mais je sais bien. Quand je dis lorsque vous, j'englobe. Oui, j'ai compris. Quand Cuisine et Vins de France. Oui, c'est la même chose. Quand je dirais quand Sud Radio est né, je sais, Sud Radio, ça des années 40. Je sais bien, Valérie, c'était. D'accord. Oui, donc à quoi ça ressemblait un Noël à l'époque? Moi, je dis que la cuisine, c'est toujours une valeur sûre. Et finalement, ça n'a pas tant changé parce que là, je suis en train d'ouvrir le magazine. Ouais. Par exemple, il y avait une rubrique qui s'appelait 5 recettes express à faire en moins de 30 minutes. C'est encore sans le air fryer. Sans le air fryer. C'était notre problématique déjà, en fait. Enfin, c'était la problématique des femmes à l'époque. Là, c'est un numéro en fait de février. Alors, il y avait un sujet crêpes et blinis. Donc, je pourrais aussi faire un sujet crêpes et blinis. Après, c'est vrai que marquise au chocolat. Pourquoi pas, remarque, mais bon, la cuisine était plus classique. Ça serait rigolo quand même de faire un Noël années 50. En fait, non, mais ça serait rigolo de faire une thématique chez soi, un Noël c'est comme si on était en Noël en 1950. Il y a des choses qui ont disparu. On se souvient de ce que faisaient nos mères qui étaient sur les tables et qu'on ne voit plus aujourd'hui. Cuisine et Vins de France a été créée, figurez-vous, en 1927. Oui, on n'était pas nés. C'était Kurmonski qui était un journaliste amateur de bonne chère, qui a fondé ça avec une de ses amies. Lui, après, il s'en est moins occupé. Ça a été repris par plusieurs personnes, mais c'est vrai que c'était très précurseur à l'époque de parler de cuisine et de vin, et de vin mélanger, puisque finalement, c'est ça qui est sympa. L'originalité, parce qu'il y a effectivement dans ce guide, dans ce numéro, beaucoup de choses autour des champagnes, spécial champagne, actu et dégustation. Vous allez nous dire s'il faut payer cher ou pas un champagne. Alors, j'étais chez des amis et nous avons eu un débat. Vin blanc avant vin rouge ou vin rouge avant vin blanc, et alors ça a enflammé toute l'assemblée et on est parti sur un rosé. Non, mais c'est vrai. Alors Gilles, c'est drôle parce que tu es pas mes amis. Hier, j'étais avec un magnifique domaine de Bandol qui présentait ses nouveaux vins et on a bu du rosé, et c'est vrai que ça devient assez tendance aussi de boire du rosé. Alors souvent des vieux rosés d'ailleurs en hiver. On associe toujours le rosé à l'été, mais non. J'allais me moquer de Gilles en disant du rosé l'hiver, mais et vous aviez publié cet été un banc d'essai des rosés qui était absolument intéressant, parce qu'on voyait que les plus chers n'étaient pas forcément les meilleurs. C'est vrai. On va reparler de tout cela, de vos menus de fête avec vous, Sophie Menu-Jovanovic, et ce numéro de novembre-décembre, Cuisine et Vins de France dans un instant, mais c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors évidemment, si on parle vin, on parle vigne. Si on parle vigne, on parle agriculture et vignoble. Et hier, des agriculteurs qui vont pas bien en ce moment, on les voit défiler, mais aussi d'un point de vue santé, de plus en plus d'agriculteurs et de plus en plus de vignerons sont malades suite à l'utilisation de produits phytosanitaires. Et hier, puisqu'en ce moment il y a beaucoup de salons consacrés au vin, hier France Télévisions a rencontré certains d'entre eux qui avaient un cancer et qui trouvent ça injuste parce qu'ils ont travaillé toute leur vie dans leur vigne et puis ils se retrouvent avec un cancer. Vous allez voir ces témoignages. Est-ce que le lien est fait réellement? C'est aussi la question qui peut se poser. 20h de France 2. C'est un service unique en France. Je vous en prie, suivez-moi. Le docteur Chameau reçoit des agriculteurs, des jardiniers, des fleuristes. Ils ont tous en commun d'avoir été exposés aux produits phytosanitaires et d'être malades. L'objectif de la consultation, c'est de voir finalement si on peut faire un lien entre vos activités professionnelles et la maladie. Cet agriculteur souffre d'une leucémie. Pendant 1h30, le médecin le questionne sur ses pratiques agricoles. Vous avez commencé en 72, il y avait déjà la motorisation et les pesticides, les deux. Il liste les produits utilisés.
la durée des traitements. Au niveau des conditions de préparation des cuves, ça se passait comment? Et évalue le degré d'exposition professionnelle aux pesticides. Ces questions ébranlent parfois les patients. Cette agricultrice, à qui on a diagnostiqué un cancer, tient à rester anonyme. C'est compliqué de se dire qu'on a quelque chose qui, d'un seul coup, peut se déclarer, qu'on a peut-être provoqué par des produits qu'on a manipulés alors qu'il n'aurait pas fallu. Et pourquoi est-ce qu'on a tous ces produits-là maintenant et qu'on nous laisse travailler avec ça? Pourquoi? Émouvant, hein. Très. 20h de France 2. Vive la biodynamie alors. Oui, Pour les vins en biodynamie sont des vins qui sont élaborés dans la vigne, aucun produit chimique, hein, tout est sur des principes. C'est un argument de vente important de nos jours ou pas? Moins, parce que les gens ne comprennent pas forcément, ils confondent. Ils font pas la différence avec vin naturel. Biodynamie, bio et vin nature, ce qui n'a rien à voir évidemment. Et c'est vrai que le vin bio n'a pas été fait sans produits. Non, pas du tout. Non. Et les vins, non, pas du tout. Il y a des produits chimiques dans les vins bio? Pas dans les vins, mais dans la vigne, il peut en avoir. Donc, alors que la biodynamie, on soigne la vigne avec des décoctions de plantes, on enterre des bousses de vache, enfin pas des bousses, pardon, des cornes de vache, et on utilise en fait quand elles se désagrègent pour parsemer dans la vigne. On travaille avec le calendrier de la lune. Il y a des jours fruits, des jours fleurs. Enfin, c'est une philosophie. Il y a une vraie différence au goût du vin, vous trouvez ou pas? Alors là, si j'étais avec vos amis à table, on aurait pu aussi polémiquer. Alors moi, je trouve personnellement, hein, ça me regarde, que les vins en biodynamie sont souvent plus énergiques. Il y a la terre qui parle plus. Et il y a vraiment une énergie. Et souvent, quand on les boit et qu'on les laisse ouverts et qu'on les reboit le lendemain, ils ont toujours cette énergie par rapport aux autres. Le tout avec modération, bien évidemment. Valérie, les industriels ne savent plus quoi inventer pour vous pervertir. La prophétie des marchands du temple existe bel et bien, vous allez voir. Oh, ça fait un peu ces news du dimanche, la prophétie des marchands du temple. Ça fait, quoi qu'il en soit, après avoir voulu vous faire fumer du kiwi, de l'ananas avec les puffs, vous savez, goût bubblegum, avoir essayé de vous faire sniffer. Alors aujourd'hui, maintenant, vous avez une cigarette reliée comme à un portable, où dedans vous avez des réseaux sociaux pour parler cigarettes pour les jeunes, et vous pouvez même, quand vous fumez, jouer avec. Depuis quelques mois, les vidéos de ces vapoteuses se multiplient sur TikTok, cumulant des millions de vues. Il s'agit de Smart Vape, des cigarettes électroniques à usage unique avec un écran intégré. Messages, musique, jeux, tout est fait pour attirer le jeune public. À partir du moment où un jeune va l'avoir dans la main, il y a certaines applications qui ressemblent à des jeux vidéo. Certaines permettent de regagner des vies quand on va vaper. À partir du moment où le personnage est mort, où on n'a plus de snake, on va tirer dessus et on va regagner des vies, on va pouvoir rejouer. Il y a d'autres applications qui en font des classements. Plus on va tirer dans une journée sur une vape, plus on va être en haut d'un classement. Ça s'appelle la gamification, c'est-à-dire le principe de jeu vidéo, d'être le meilleur. Pour les jeunes, c'est dangereux parce que ça incite à fumer. C'est dingue, hein, la Smart Vape, ça s'appelle. C'était un son de BFM Business. Moi, je dirais que c'est dangereux plutôt. Ah oui, bien sûr. C'est interdit en France. Hein. La Smart Vape est interdite en France, mais évidemment, c'est très facile de se la procurer. Vous savez que le comédien Fabrice Lucchini, Valérie, a un point commun avec vous, enfin pas qu'un seul, mais il est fan de télévision et passionné de télé-réalité, qui est votre grande passion aussi. Il les adore. Et Télématin lui a fait la surprise. Un fraté marseillais, des Marseillais lui a adressé un message, ça l'a beaucoup touché. Fabrice Lucchini, fraté, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, apparemment tu adores les Marseillais, alors j'avais une question. Quand est-ce qu'on peut compter sur toi pour une saison des Marseillais avec les fratés? Gros bisous et Yanassé. Vous avez un candidat qui vous attend là. Hein. C'est comme une illumination de ce qui est devenu le langage. Quand tout d'un coup un gars boit un café en se levant, on le voit se lever, il y a une femme qui le reçoit et lui dit « mais j'ai pas envie de te voir habillé comme ça, moi, j'ai pas envie de voir ton cul et tout ça ». Et elle se met à hurler « je m'en bats les couilles de ta gueule ». Tu te dis, bon, un événement s'est passé depuis Victor Hugo, un événement intéressant. C'est une dégradation de la langue, mais moi j'adore l'argot. Hein. Voilà, il lui a dit qu'il était dans le sud et que, suivant son agenda, il irait peut-être le voir. Et elle était hier dans C'est à vous pour présenter son dernier single. Elle, c'est Lara Fabian. Elle fait du Lara Fabian. Je me souviens de tout,
comme si c'était hier, de tes yeux, de ta bouche et de la vue sur la mer. Bon, je ne sais pas. Non, c'est pire que tout. Je préfère que vous disiez je n'aime pas que. Non. Oui, bon, alors il est quelle heure? Il est 10h13. Bon. Oui, elle fait du Lara Fabian, c'est Lara Il est Fabian. 10h13, on va quand même passer à la suite, champagne et tout ça. Elle crie dans le refrain. Elle n'a pas encore crié, non, elle n'a pas encore crié. Alors qu'elle est chez des stars académiciens, elle les chouchoute formidable, et tout. trop contente. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler menu de Noël, cuisine et vin de France. On a Gilles qui fait du jogging et qui nous écoute et à qui on donne faim. Non, c'est pas vous. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Sophie Menu-Jovanovic, rédactrice en chef de Cuisine et Vin de France. On parle de ce numéro de Noël, novembre-décembre, Cuisine et Vin de France. Donc c'est la fête en cuisine. 86 recettes pour illuminer vos tables. J'ai une amie qui m'a envoyé un petit texto en me disant, en entendant ta voix joyeuse ce matin, je me suis dit que c'était quelqu'un qui devait parler cuisine. Et effectivement, vous nous proposez un numéro évidemment plus que gourmand, avec une escapade à Megève, avec un spécial champagne, avec des réveillons de chef, avec un auditeur disait oui, mais là on a des problèmes de pouvoir d'achat, mais il y a des recettes évidemment que vous en tenez compte. Il y a du homard, mais il y a aussi cet avocat crevette revisité. Il y a des ballotins de choux au saumon. Il y a des choses qui ne sont pas très chères. Et ça, j'imagine que ça fait partie de votre réflexion. Bien sûr, on essaie vraiment. Alors c'est vrai que les fêtes, c'est quand même une période particulière où on a envie un peu d'ouvrir un peu plus grand son portefeuille, mais on tient compte de ça et on peut se régaler avec vraiment. En plus, l'hiver, il y a beaucoup de produits. On dit toujours à l'hiver, c'est pas marrant en cuisine, mais au contraire, il y a tellement de légumes, des tubercules incroyables avec lesquels on peut faire des cocottes de légumes. Les volailles, on n'est pas obligé d'acheter une volaille de Bresse. Il y a des poulets super quali qui sont élevés au grain et qui coûtent 15 € le kilo. Le boucher de quartier qui fait de la qualité est moins cher que les gens qui font des poulets tout cuits au marché, qui sont pas forcément de la même qualité. Donc regardez les prix, regardez et ne pensez pas que parce que c'est un petit commerçant, il sera forcément plus cher, et acheter de la qualité aussi. C'est vrai qu'on n'ose pas aller chez son boucher de quartier, on se dit oh là là, c'est trop chic, et on va en grande surface alors que c'est souvent plus cher et beaucoup moins bon. Absolument. Ce Noël, donc, Gilles avait une question sur le foie gras. Oui, non, je me disais, avec tout ce qu'on entend, l'écologie et autres, et tout ce mouvement-là, est-ce qu'il y a eu des répercussions sur les ventes de foie gras ou sur le foie gras, ou c'est toujours très attendu de la part des Français sur leur table? C'est toujours très attendu, le foie gras. On est quand même un pays de tradition. On a vraiment nos tips, je dirais, à Noël. On consomme quand même des huîtres, du foie gras. Et plus de 90% des Français consomment encore du foie gras à Noël. On en a fait un sujet, justement. Ouais. Après, je vais pas rentrer dans tous les détails. Les détails, la entre polémique. La mousse de foie gras, le non, mais alors les morceaux de foie gras. Je dis vraiment aux personnes qui nous écoutent, arrêtez déjà d'acheter. Quand vous allez en grande surface maintenant, vous allez avoir des kilos et des kilos de blocs de foie gras pour faire soi-même même. Oubliez, allez chez un petit commerçant qui les fera venir. La plupart c'est maintenant du canard, plus que de l'oie, et ça vient du sud-ouest. Faites-le vous-même, c'est facile à faire d'ailleurs, mais surtout, ne rentrons pas dans ce jeu, parce que plus on achètera, plus c'est comme les gens qui achètent des fraises à Noël. Si le jour où on arrête d'acheter des fraises, il n'y en aura plus. Si on n'arrive pas à les vendre, on les retrouvera plus, ça serait bien. C'est quoi l'appellation qu'on doit prendre absolument dans le foie gras? Foie gras entier. Foie gras entier, c'est... Normalement, si vous faites votre foie gras maison, il faut acheter mais si je le fais pas maison, si j'achète un bocal... C'est une question de goût, mais moi j'aime le foie gras qui est mi-cuit, parce que qui a été cuit peu de temps. Celui qui est en conserve, alors c'est presque de la poussière, enfin il est très sec, oui on peut l'oublier. Il faut l'acheter en terrine en verre, où là il est mi-cuit, et puis il y a beaucoup de gens, de commerçants qui le font aussi. Oui, c'est vrai. Et je disais en off à Valérie que Christine Ferber, la reine des confitures, fait aussi du foie gras incroyable qu'on peut commander en Alsace. Parce que l'Alsace, c'est la patrie du foie gras. Même je l'accompagne par quoi? Par de la confiture, du pain d'épices. Moi, on me propose du pain d'épices souvent. J'ai un magasin de foie gras à côté de chez moi. Alors, et ils font leur propre pain d'épices. Il y a des écoles, il y a du foie gras qui est avec des épices, et c'est sympa de mettre du pain d'épices. Il y en a d'autres qui sont plus nature. Une brioche aussi. Moi, j'aime bien une petite brioche juste
toasté ou du pain, un bon pain de campagne. On ne le met pas au frigo, hein. On le sort un peu avant. On le sort un peu avant. Comment on conçoit un numéro comme celui-là de Noël? Comment on arrive à se renouveler? Je disais que vous étiez venu, c'est vraiment sympa, avec le numéro 1 de Cuisine et Vin de France, où il y avait le cassoulet pas à pas. Donc je suis pas sûre qu'aujourd'hui vous feriez le même. Mais il y a des choses qu'on retrouve qui sont intemporelles. Complètement, parce que quand on regarde même, il y a des pages shopping qu'on fait aussi nous. Il y a des marques en fait qu'on retrouve. Et ça c'est bien. D'ailleurs, ça veut dire qu'elles sont de qualité si elles sont encore là. Et c'est pas facile de concevoir un magazine. Ouais. Et je me dis toujours, les gens qui ont un magazine, quel qu'il soit, d'ailleurs dans la main, c'est quand même encore un prix très abordable. On peut acheter 3 paquets de cigarettes à la place d'un magazine. Ouais. Quand on n'imagine pas la masse de travail, le nombre de personnes pour cette production, et je parle même après de la diffusion, de l'envoi. Les messageries lyonnaises qui distribuent 80% de la presse font 50 000 kilomètres par jour pour distribuer la presse en France. Bien sûr. Et donc, Valérie, en fait, je commence à y penser au mois de juin. Donc c'est pas toujours facile de se mettre dans l'ambiance. Dans l'ambiance de Noël, vous avez demandé à des chefs. Alors, est-ce que c'est vraiment beaucoup de nos auditeurs sont préoccupés évidemment par la question des moyens, mais justement vous avez des propositions de produits qui ne sont pas forcément très chers et qui permettent de créer des plats tout à fait originaux. Sur la couverture de ce magazine, on a shooté La Bûche avec Jean-Paul Evin. Alors on l'a fait l'année dernière pour être dans la saison. On essaie de faire beaucoup de choses l'année d'avant pour vraiment respecter. Elle est faisable à la maison. Oui, il faut quand même prendre un peu de temps, Valérie, un petit samedi après-midi tranquille. Mais oui, elle est complètement faisable et en fait le coût c'est rien. En fait. Oui, et vous savez quoi? Moi je suis en train de raconter ma vie depuis 2 jours. Après mon histoire dans le taxi, j'étais avec des personnes qui préparaient Noël et qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui étaient au café. Et donc ils ont eu une bonne idée, j'ai trouvé. Ils se sont achetés 12 huîtres pour faire les huîtres en entrée. C'est-à-dire que chacun avait 1 ou 2, alors je sais pas s'ils vont le faire chaude, mais chacun avait 1 ou 2 huîtres. Ils étaient contents de pouvoir partager des huîtres et s'offrir des huîtres et de pas acheter pour chacun 6 huîtres pour 6. Et donc je trouvais ça intelligent de se dire on les fait en apéro et chacun a son huître en apéritif et c'est festif et ça évite. Donc il y a des petites astuces comme ça. Et ça coûte pas si cher les huîtres. Il y a des huîtres de très je vais pas citer de nom mais qui sont très connues et qui coûtent un peu plus cher. Gilardo par exemple. Voilà. Mais on peut trouver des huîtres sur les marchés d'ailleurs en direct. Il y a beaucoup d'ostréiculteurs qui viennent vendre au moment des fêtes. Sur le champagne, parce qu'il y a tout un dossier consacré au champagne, est-ce que c'est un peu comme pour les rosés, non? Est-ce que le très cher est le meilleur? Non, alors les grandes maisons, puisqu'en Champagne, c'est un vignoble assez particulier où il y a énormément de grandes maisons, dont LVMH par exemple, qui est propriétaire de plusieurs marques comme Moët et Chandon, Ruinart, Dom Pérignon. Mais c'est vrai que chaque maison déjà a des cuvées prestige qui coûtent cher, mais ce qu'on appelle les BSA, le brut sans année, qui est le premier prix de toutes les vignerons, les maisons, qui représentent pratiquement 90% du chiffre d'affaires, on peut trouver dans les petites maisons des champagnes superbes à des prix entre... le champagne a augmenté, mais on peut trouver des champagnes à 30 € qui sont magnifiques. Alors, moi, c'est déjà un prix. Oui, c'est déjà un prix, mais c'est par rapport, quand on regarde aujourd'hui le prix des champagnes de marque, ça commence plutôt à 65, 80, 100 et quelques Alors euros. moi, ma petite famille à côté de qui je mangeais, qui n'avait pas trop de moyens, ils avaient pris... Alors, ils ont parlé champagne et ils ont regardé les prix sur leur portable, ils ont trouvé ça très cher et ils se sont décidés pour un bon crément. Est-ce que c'est un bon choix? Complètement. Quand on n'a pas d'argent, de passer par un bon crément. Et apparemment, ils étaient contents de se dire, je vais prendre un bon crément. On n'a pas les moyens de s'offrir du champagne, mais c'est quand même festif. C'est une bonne solution. Complètement. Il y a quelques années, il y avait une dégustation à l'aveugle de vin à Bulle. Et c'est un crément d'Alsace qui a gagné devant des champagnes. Ah ouais. Et plus on est d'ailleurs dans le nord de la France, et plus les créments sont de qualité, Bourgogne, Jura même, Alsace bien sûr, Loire, enfin il y a des créments partout. Et c'est vrai faut pas qu'on hésite et qu'on ait honte à se prendre un crément pour Noël. D'ailleurs, mais c'est souvent la même méthode. Quelle est la différence de prix entre un crément et un champagne? Ça n'a rien à voir, vous trouvez des créments à 10 €. Ouais, c'est ça. Il y a une grande maison en Alsace qui fait des créments de qualité incroyable à 10 € la bouteille. Ouais, et ils ont fait vraiment ce choix, ils étaient heureux de faire ce choix. Dans les idées, là, pour ceux qui nous écoutent
3 ingrédients max et qui vont le faire hein, sur des tables de fête. Il y a la crème de céleri et pommes granny. Il n'y a rien qui coûte cher là-dedans. Et c'est délicieux puisque je vous le rappelle, vous le savez Valérie, tout est shooté hein, chez nous. Oui, c'est-à-dire que c'est pas des achats de photos. Vous avez tout goûté. Tout goûté. J'ai écrit beaucoup et surtout on shoot. Vous n'avez rien amené. Ah, tu l'as déjà dit la dernière fois. C'est vrai. Vous m'avez dit la prochaine fois que je viendrai, j'amènerai quelque chose. La prochaine fois que vous m'invitez. Le poulet au Riesling, c'est 3 ingrédients. C'est pas cher. Pas cher, croustillant au boudin. Il y a plein de bonnes idées. Ça me donne faim, moi. Bah oui, moi aussi. Hein. Il y a le tour du monde des douceurs de Noël, parce qu'il y a un auditeur qui me dit mais pourquoi vous faites pas les produits par région? Vous avez dû le faire, j'imagine, les spécialités. Oui, nous on est très région. Moi, je trouve que la richesse de notre pays, c'est quand même les régions. Bah, regardez poulet au Riesling, c'est quand même Alors, on fait pas forcément région par région, mais on essaie vraiment toujours de mettre en avant les produits qu'on trouve en France, enfin les recettes. C'est un petit peu ce que vous faites, pardon Gilles, c'est un petit peu ce que vous faites hein, dans le table de fête à la fin, la carbonade de Lot à la bière. Vous avez la poularde fermière d'Auvergne en croûte de pain. Il y a pas mal de choses qui sont aussi avec des produits de région. Je peux peut-être répondre là-dessus sur la région. Oui, vraiment, parce que je le répète, la richesse de notre pays, c'est notre diversité culinaire. Chaque région a vraiment des recettes qui leur sont propres et on a la chance d'avoir un pays qui est riche aussi en produits. Donc, il y a un banc d'essai des beurres, hein, je vous le dis. Ah oui, alors ça m'intéresse. Ouais, et c'était très intéressant parce qu'on déguste à l'aveugle. Donc on est complètement impartial et on a eu des belles surprises parce que sur des marques de grande distribution, on se disait ça peut être moyen parce qu'ils font du gros volume, et ben c'était super. On peut dire hein, le U. Le beurre de chez U est arrivé avec 18 sur 20. Exactement. Devant même plusieurs vins. Et président aussi, extrêmement bon, alors que c'est quand même une grande marque. Est-ce que le boudin blanc, c'est de l'escroquerie ou pas? Parce que c'est de l'eau et du pain. C'est ça en fait. Ouais, non, il y a de la chair. Normalement, il y a de la chair aussi de porc dans le boudin blanc. Après, à quelle proportion? C'est comme un peu les quenelles. Vous savez, souvent les quenelles aussi, il y a pas beaucoup de chair de brochet. Mais est-ce que c'est festif, et beaucoup de le farine. boudin blanc? Ah bah oui. C'est vraiment. Justement, tiens, pour aller dans le sens de Valérie, c'est pas cher du tout. Non. Et le blanc et le noir, à l'apéro un peu grillé avec un peu de moutarde pour Noël et quelques huîtres avant-après pour faire un mélange terre-mer. Eh ben voilà, Laurence, elle nous dit depuis des années, nous faisons et nous nous amusons à faire des repas de Noël avec que dalle. Nous désossons la pintade, nous la fourrons avec le haché, viande, foie et marron, pistache, figues, des petites croquettes et nos vins viennent de chez Lidl et franchement, nos invités sont sur le huc. Ça donne envie, la bûche, chez moi, c'est une bûche roulée crème beurre mocha. Bravo Laurence. Hein, Laurence, on veut son adresse. Qu'elle nous envoie des photos après Noël en janvier. Et on pense à nos amis américains, c'est Thanksgiving aujourd'hui. Et là, Thanksgiving, il y a la dinde, mais il y a toute une tradition autour de Thanksgiving avec la tarte c'est aux plus noix important pécanes. pour eux que Noël. Absolument. Merci d'être venue ce matin, Sophie Menu-Jovanovic. Cuisine et vins de France, ce numéro de fête où vous trouverez plein d'idées de recettes. Moi, j'ai plein de trucs que j'ai déjà notés. Vous savez déjà ce que vous allez faire à Noël ou pas encore? Non, pas encore. Moi, les gens se décident 3-4 jours avant? Ah non, je pense qu'ils y réfléchissent, surtout qu'on est assez nombreux, donc ils réfléchissent un peu avant. Mais voilà, Gilles, je vous le donne d'ailleurs, hein, cuisine et vin, vous trouverez des idées pour votre Gilles a découvert le air fryer. Moi j'ai découvert le air fryer. Donc il n'y a pas vraiment encore de recettes. On en reparlera. C'est vrai? On en reparlera. Allez, oui, on pourra en reparler. Merci à vous, on se retrouve dans un instant avec Smaïn. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.